comment ça s'arrête? Un grand plaisir de nous retrouver. Merci beaucoup. Jeudi 7 mars 2022. Merci beaucoup à vous. Vous êtes nombreux pour suivre cette émission Débat pour la Nation. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un grand forum. Ma fille va s'occuper de ça, les décors derrière l'écran. En tout cas, nous sommes là. Le numéro est là, comme toujours, plus 243 82 41 59 117. Aujourd'hui, nous allons parler sur les actions du président de la République. C'est vrai que ça ne pourrait pas être l'heure de faire les bilans du président de la République, mais il y a une question qui refait surface compte tenu de cette grogne sociale due à la rareté, si je pourrais dire comme ça, du carburant au niveau des stations pompe essence. Cette question refait surface selon plusieurs Congolais qui semblent constater que le président jusqu'à présent ne fait rien. La situation s'empire davantage, c'est plus pire que sous les régimes de M. Kabila. D'autres estiment que, d'autres surtout plus les gens qui sont des pros, le pouvoir actuel, estiment que les histoires s'améliorent. C'est vrai que tout n'est pas rose, mais les histoires s'améliorent. Et avant de commencer cette émission, nous allons suivre les députés Jean Kimbunda au niveau de l'Assemblée nationale. La plénière, il s'est exprimé lors de l'audition, en tout cas, du VPM de l'Intérieur à Selo, qui était convoqué, invité là-bas pour donner plus de précisions sur la question de la territoriale. Nous allons suivre les députés Jean Kimbunda. Vous allez comprendre les messages que ces députés a dit au VPM de l'Intérieur. Mais nous sommes ici dans ce beau plateau de Perfect Télévision avec Maître Gédéon Koulela. Maître Gédéon Koulela, il est de l'Union Sacrée, juriste de son État. Avec lui, nous allons analyser cette question, votre question que vous êtes en train de se poser matin, midi, soir. Est-ce que le président de la République a fait quelque chose? Maître Gédéon, également communicateur de l'Union Sacrée, cadre au niveau de l'Union Sacrée, il va se prononcer là-dessus, rencontrer en tout cas vos desiderata et vos attentes. Alors, nous prenons cette image du député Jean Kimbunda au niveau de l'Assemblée nationale et puis nous allons revenir pour recevoir notre invité et entamer déjà ces sujets, ces grands thèmes. Plutôt pris acte de votre incompétence dans la matière. Et moi, je considère que c'est l'acte qui est aujourd'hui apposé par le président de la République. Monsieur le ministre, je termine en vous donnant un conseil. Vous savez, l'UDPS est au pouvoir et vous êtes un ministre de l'UDPS. Si vous ne travaillez pas bien, l'UDPS n'aura jamais un ministre qui deviendra Premier ministre. C'est ainsi que vous obligez votre parti à aller chercher ailleurs au lieu de trouver le Premier ministre dans vos rangs. C'est vous le Premier ministre qui devriez faire peur, vous faire craindre le Premier ministre dont la gouvernance actuelle est celle que nous connaissons. Aujourd'hui, le gouvernement de Warrior, c'est un échec patent. Et vous, le vice-premier ministre de l'Intérieur, de l'UDPS, vous devriez être le plus compétent possible pour que vous vous positionniez en termes de primaturable demain. Voilà, monsieur le ministre de l'Intérieur, ce que j'aurais pu vous donner comme conseil si j'étais dans votre parti politique, que j'aime beaucoup en plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, nous sommes de retour. Merci beaucoup à Fia Lungela qui est au Forum Moulin, il est à la prise de vue, il est au niveau de la régie, prise de son et tout le reste. Merci beaucoup en tout cas. Nous débutons cette émission, vous avez suivi le gouverneur, plutôt l'ancien gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Kimbunda, actuellement député national. Il a donné un conseil au VPM à Selo qui est de l'UDPS. Maître Gédéon Koulela, comment vous allez? Oui, je vais bien, Gramik, et je profite de votre micro pour quand même vous dire merci pour cette marque de confiance et puis demander à ceux qui auront l'occasion de nous suivre d'accepter parfois qu'on ne va pas rencontrer leurs aspirations profondes. Et c'est ça aussi la gestion de la démocratie. La démocratie, c'est une gestion de la contradiction. Et nos opinions d'intérêt considérables, qui parfois il y a une divergence de pensée, fait en sorte que les hommes arrivent à constituer l'image d'une manière complète de la gestion de la chose publique. C'est pour ça que ça demande beaucoup plus de tolérance
Et parce que nous sommes dans une gestion d'une surveillance mutuelle. Et voilà pourquoi je demande beaucoup plus à mon peuple d'intégrer les valeurs de la démocratie. Les valeurs de la démocratie, c'est notamment cette tolérance. Accepter que quelqu'un parle, même si vous n'êtes pas d'accord avec lui. Parce que les chocs d'idées jaillit toujours la lumière. Mais ce que je fustige aussi, c'est une sorte de flatterie, parce que la flatterie a toujours infamé, elle mendie et elle ment. Voilà le problème. Merci beaucoup, maître Gédéon Kolela. Les partis, c'est encore quoi? Non, moi je suis pas dans un parti politique, mais je suis dans une association qui est l'acquis des autorités. Acquis des autorités. Où je suis le secrétaire national de cette association. Qui est coordonné par Monsieur Fumututu, que vous connaissez très bien. Oui, exactement. Merci beaucoup, Gédéon Kolela. Et que je profite de l'occasion pour dire bon anniversaire. Joyeux anniversaire Fumututu. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Parmi les invités de cette émission, président Fumututu. Joyeux anniversaire en tout cas. Il m'a promis qu'il sera ici les mardis. On va faire une émission spéciale avec lui. Donc, j'annonce ça déjà. Je pense que Gédéon Kolela, maître, va annoncer également, rassurer et confirmer en Fumututu que nous avions déjà annoncé cette émission les mardis à 11h en direct avec Fumututu. Alors, maître Gédéon Kolela, vous êtes juriste. On commence par ces secteurs, la justice. Vous êtes sans ignorer qu'actuellement il y a un dossier de François Béa, c'est ces dossiers-là qu'on en parle en tout cas, dans plusieurs bouches en tout cas, plusieurs sons de cloche, plusieurs opinions sont en train de cogiter là-dessus. Ça fait partie également des actions du président de la République dans ces secteurs de la justice. Vous pensez qu'avec ce qui se passe chez M. François Béa, le président serait mieux coté dans ce secteur de la justice? Qu'est-ce qui ne va pas? D'abord, ce monsieur a fait beaucoup de temps, plus de 2 mois, en tout cas 2 mois, aux environs de 2 mois, à l'ANR, des cachots que le président de la République aurait annoncé fermés. Mais à notre grande surprise, M. François Béa fait pratiquement 2 mois et jusque-là, sa défense dit que le dossier est vide. Il est maintenant acheminé en prison centrale de Makala. Qu'est-ce que vous pourriez dire de ces dossiers, mais évidemment prendre de manière générale l'action du président de la République dans ces secteurs de la justice? Je voudrais d'abord dissiper le malentendu sur ce que vous venez de dire, en disant que le président a dit on va fermer effectivement des cachots, c'est-à-dire des cachots pirates, des cachots clandestins qui n'avaient pas des conditions élaborées ou les conditions légalement connues, donc selon la loi. Le président voudrait tout simplement dire qu'il doit humaniser les conditions des conditions carcérales, s'il faut dire. Le président avait dit on va fermer. Oui, écoute, c'est pourquoi je vous dis, parce que fermer les cachots voudrait dire que la justice ne va pas faire son travail. Donc, il faut comprendre qu'il y a une différence entre un état de droit et un état non-droit. Ah, d'accord. Et aussi établir la différence entre un état où il n'y a pas de crime et aussi un état où les crimes sont commis et punis. C'est ça le problème. Donc le problème maintenant, vous posez la question parce que j'ai aimé, parce que c'est un débat de la nation. Ouais. Le débat de la nation, c'est-à-dire que le pouvoir politique, l'ultime objectif, c'est l'amélioration des conditions de vie. Ouais. Les conditions des prisonniers, comme vous dites, les conditions des détenus, quel que soit le niveau, parce que les conditions de la détention sont sine qua non. Ouais. C'est la loi qui organise cela. C'est une activité qui est organisée par la loi. Alors, maintenant, il faut savoir que la Constitution reconnaît que nul n'est au-dessus de la loi. Et chacun est jugé selon ce qu'il aurait commis comme infraction. Ouais. Alors, posons-nous la question. Est-ce que François Béa, il a
poser un acte contraire à la loi, nous disons oui. Mais les dossiers est à quel niveau? Jusqu'à présent, il est présumé innocent. Mais oui, j'ai dit oui, mais nous parlons des indices de culpabilité. On ne peut pas interpeller quelqu'un sans, au préalable, qu'il y ait les indices de culpabilité. Là, c'est les droits. Nous sommes en droit. Mais vous êtes sûr que vous êtes conscient que quand la politique intervient, les droits sortent par la petite fenêtre? Non, mais écoutez, jusque-là, on n'a pas vu la politique parce qu'on parle de la sûreté de l'État. Vous voyez, lorsqu'on parle de la sûreté, c'est-à-dire que l'ordre public est troublé. Lorsqu'on parle de salubrité, c'est-à-dire que l'ordre public est troublé. Vous voyez? Donc, lorsqu'on parle d'une atteinte, d'une conspiration politique, c'est-à-dire que l'ordre public est troublé. Donc, il faut qu'on interpelle celui et surtout qu'ici, nous avons affaire à un fric. Celui qui contrôle les mouvements de sortie. Celui qui doit coucher sur les lits du président partout où ils arrivent pour se rendre compte si ces lits est travaillé ou pas. C'est pas n'importe qui. Donc, il arrive qu'il y ait des murmures, tous les bruits, des sorties. Il y a eu beaucoup de gens, vous savez, qui ont échappé, qui sont des fils qu'on peut appeler aujourd'hui, qu'ils peuvent être considérés comme des fugitifs de la justice, mais qui sont sortis, mais avec l'autorisation de qui? Vous voyez? Donc, il y a, jusque-là, nous disons que François Beya n'est pas comparé avec tous les citoyens lambda. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a toute la sécurité. C'est le conseiller spécial en matière de sécurité pour le chef de l'État, pour le numéro 1. C'est-à-dire que tout ce qui est comme le conspiration, des coups qui a caractère conspiration politique, c'est lui qui doit répondre en premier. Et vous pensez que ça peut faire plaisir au président de la République de voir quelqu'un qui veille sur sa sécurité et être verbalisé sans qu'il ait les motifs au préalable? Mais moi, je pense que les Congolais doivent garder leur mal en patience. Donc aujourd'hui, François Beya, il est en prison, d'après les informations à notre disposition. Et que bientôt, il sera présenté devant son juge naturel. Mais maître Kolela, nous sommes en politique. Vous savez très bien, François Beya travaille avec Kabila. Il y avait déjà des suspicions faisant état que, non, comme il a travaillé avec Kabila, donc il est toujours redevable à M. Kabila. Partant de cette hypothèse que François Beya a travaillé longtemps avec Kabila, avec Mouzé, Laurent Désiré Kabila, avec Kabila, les fils, partant de cette hypothèse, vous ne pensez pas que, et je prends une deuxième hypothèse, que le président a affirmé clairement que non, ses proches collaborateurs, ensuite ses conseillers, instrumentalisent la justice. Est-ce que ça ne pourrait pas être un coup contre François Beya? Bon, il y a deux hypothèses à traiter. Vous avez posé des... Moi, je n'aime pas tomber dans des amalgames. Donc, lorsque le président a eu des soupçons qu'il y a certains conseillers qui tentent à instrumentaliser la justice. Mais écoutez, il faut aller avec cette phrase jusqu'au bout. Le président a dit, il demande aux magistrats de les arrêter. Ça, les gens ne le disent pas. Donc, ça, les gens ne le disent pas. Écoutez, François Beya, si j'ai une lecture commémorative, si aussi je dois faire une lecture commémorative du passé qui fait partie de notre histoire, il n'a pas commencé à travailler avec Kabila. Il a commencé d'abord avec Mobutu. Donc, c'est-à-dire que c'est un homme d'État. À ce niveau-là, c'est un fonctionnaire donc de hors normes. Et ces gens-là, ils n'appartiennent pas à un individu. Mais c'est ce qui s'est raconté dans des officines politiques. Écoutez, il serait toujours redevable à Monsieur Gramic, vous êtes un grand journaliste. Aujourd'hui, sans conteste que parmi la crème de votre promotion, vous êtes cité. Moi-même, je suis votre fan. Alors, travailler avec Mobutu, travailler avec Kabila, je voudrais tout simplement dire que nous ne pouvons pas écouter les ragots sur les gens. Nous risquons de passer à côté des hommes formidables pour les hommes formidables qui passent tout leur temps de raconter la vie et dénigrer la vie des autres. Là, nous ne sommes pas là. Mais je veux dire que, quelle que soit la fonction de François Beya,
ce n'est pas l'absence de la cause d'exonération des responsabilités des faits dont il est reproché. Ici, donc la question est purement sécuritaire, c'est la sécurité des hautes factures et que nous devons avoir beaucoup de réserves parce que même les avocats de François Beya, à ce niveau ici, ils sont tenus aux réserves parce que... Ils disent clairement que le dossier est vide, maître. Oui, mais moi je suis avocat. Je n'ai pas commencé ce métier aujourd'hui. Je le sais. Et lorsque je défends un grand journaliste comme Gramic et qu'il est poursuivi pour la dénonciation calomnieuse, j'ai tous les éléments pour... vous savez, lorsque on est avocat, on est qui? On est un sangle de l'étalon social pour l'accomplissement de la justice. Nous sommes une langue du palais. Oui. Donc, notre travail, c'est de pouvoir respecter ou appliquer des procédures équitables pour faire triompher le droit. Oui. Mais regardez notre accoutrement. Je viens. Vous voyez les tissus noirs et puis les tissus blancs. Donc, noir, ça signifie qu'il n'y a pas une couleur. Oui. Vous voyez, je viens pour éclairer le tribunal. Mais dans l'entretemps, vous voyez ce que nous cachons là. Donc je protège mon client. Donc je ne veux pas que mon client soit exposé. Et il devrait que dire là que les dossiers... Mais comment expliquer donc est-ce que vous avez compris qu'il devrait que dire ça? Parce que eux, ils sont là, c'est pour protéger François Beya. Mais comment expliquer maintenant, c'est les juges. C'est les juges. Donc à qui revient les prérogatives de reconstituer les faits ou de requalifier, donc sur base de la correspondance de la définition légale de l'infraction. C'est à ce moment-là que le peuple sera... On finit avec les dossiers François Beya. Comment expliquez-vous étant que juriste qu'un monsieur puisse faire plus d'un mois au niveau de l'année? Non, je vous dis que les enquêtes, tout dépend des enquêtes. Vous savez qu'il y a des enquêtes parce que je suis beaucoup plus spécialisé dans des questions des affaires, oui, où vous devez réunir certains éléments, ça peut vous prendre une année. Ça peut vous prendre 5 ans. Donc, la personne reste là au niveau de l'année pendant 5 ans. C'est normal? Non, non, je ne dis pas que pendant 5 ans. J'ai dit ici, il faut savoir que lorsque François Beya est devant l'ANER, c'est-à-dire l'ANER c'est quoi? C'est le ministère, c'est les yeux des ministères publics. Exactement. Il ne peut pas retenir François Beya dans ces conditions-là sans qu'au préalable qu'il puisse avoir l'autorisation du ministère public. Alors il faut interroger le ministère public s'il ignore la question. Et le ministère public peut regarder et voir que parce que les conditions de la détention sont sine qua non, et on peut voir s'il pourra être gardé au niveau de l'ANER ou en prison. Et il faut savoir que le problème ici, c'est qu'il ne doit pas subir des conditions inhumées. Est-ce que les conditions inhumées, parce que je ne savais pas qu'on pouvait parler de cette question, mais sinon je pouvais vous amener la loi, ce que la loi dit. Si on pouvait considérer que si François Beya, là où il est dans des conditions humaines, parce que la loi dit bien, et qu'il n'a pas là où il faut faire des besoins, et qu'on l'a forcé peut-être de pisser par terre, à ce moment-là, donc on a violé la loi. Et à ce moment-là, c'est-à-dire que les conditions... Donc le fait de rester, on n'a pas violé... Mais écoutez, quelqu'un peut être dans cet état-là, mais on le garde dans la maison. Donc la loi organise tout cela. Donc il faut comprendre qu'on peut juger que le monsieur là où il y a de bonnes conditions. On peut aussi juger qu'il peut être dans un hôtel quelque part. Donc ça s'est fait. Là, c'est le ministère public qui peut déterminer le lieu. Merci beaucoup, maître Gédéon Kolela. On finit également dans ce secteur de la justice. Vous êtes avocat droit des affaires, en tout cas. Vous êtes avocat d'affaires. Qu'est-ce que vous pourriez dire les constats de l'appareil judiciaire actuellement, son fonctionnement? C'est vrai que le président a décrié beaucoup de choses, l'opinion également décrit beaucoup d'histoires, en tout cas, ce qui se passe au niveau des cours et tribunaux. Mais moi, je vous donne un fait. La manière dont les gens perdent même leurs parcelles, perdent les procès ici en République démocratique du Congo, c'est que déplorer Tambwe Mwamba, disons que les magistrats actuels sont des magistrats de 3V, veste, villa et voiture. Actuellement, si vous n'avez rien, la justice, en tout cas, n'est pas disponible pour vous. La justice n'est pas prête pour vous. Actuellement, la justice est acquise au plus offrant. Qu'est-ce que
que vous pourriez dire? Il y a des mamans qui nous suivent en ce moment, des familles en tout cas qui se disent que non, Lupa on a bango batiki la bango héritage baké na tribunal comme ba processus milaï ti ba botol bango lupa on misusu baza ko fabriquer même mikanda il falsifie les documents et ainsi de suite. Comment vous réagissez face à toutes ces dénonciations de la population qui pense que la justice en République démocratique du Congo ne fait absolument rien? Vous savez, je suis obligé de pouvoir observer les règles du devoir de la délicatesse. Allons-y. Pour ne pas, en principe, avoir le problème de la déférence aux magistrats par rapport aux décisions judiciaires. Exactement. Au fait, je pense que ici, vous m'avez posé la question comme politique. Oui. Je le réponds. Nous avons tous y à fustiger, comme vous avez évoqué les cas plausibles ou illustrations plausibles des propos de l'ancien ministre de la Justice. Nous avons tous y à fustiger du fait que la justice n'était pas indépendante vis-à-vis de pouvoir distributif équitable. Ouais, bon, alors, maintenant, le président de la République a fait des combats de la justice distributive ou sociale, véritable, oui. Donc véritable, son cheval de bataille. Donc maintenant, vous me posez la question de savoir... Est-ce qu'il y a un changement aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un changement? Mais c'est les mêmes dénonciations. À ce niveau, je peux dire que je suis partagé entre les deux. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le plus important, c'est que le président de la République lui-même n'interfère pas dans les affaires judiciaires. Ça, c'est un pas énorme. Vous croyez que le président je le crois. Si il m'est permis, je peux même citer, qui m'excuse, le juge Bakenga, j'ai eu le temps de parler avec lui. Il a salué d'ailleurs. Ouais, il a dit que du TGI Gombe, non? Oui, tout au long de déroulement de jugement de l'affaire Caméré, des 100 jours, il pensait recevoir un coup de fil, et les coups de fil ou les messages qu'il a reçus, c'était que le président demandait que si vous voyez que je peux venir répondre, je suis disponible. Oh, donc le président, là c'est une révélation. Donc le président était prêt à comparaître dans le dossier des Caméré. Il a dit, donc ça c'est Juge Bakenga, je l'ai dit avec la main. Là c'est une révélation. Donc le président était prêt à comparer. Je vous dis, les juges Bakenga, je les cite. Il nous a dit, c'était moi, docteur Kankonda, et puis Mfumutoto. C'était dans l'affaire Mokia, parce que nous défendons les acquis de l'autorité, c'est-à-dire les décisions de la justice. Et c'était dans une affaire qui opposait l'honorable Ngoï Kassanji et Mokia. On voulait avoir la version et de Ngoï Kassanji, la version de Mokia, et aussi les juges Bakenga. Alors, le juge Bakenga, c'est lui qui nous aurait dit que le président même a dit, si vous voyez l'un de mes conseillers interférer, donc il faut l'arrêter. Et il a dit, il y a des conseillers de président qui font des tours ici, qui plairent aussi, et qui ont aussi un problème qu'on l'a ravi les biens par le juge. Mais il faut reconnaître que le président l'avait dit qu'il n'avait jamais soupçonné la lyre de mafia au niveau de la justice. Ah, d'accord. Vous voyez, c'est-à-dire que le mal est devenu, la corruption par exemple, est devenue une seconde nature pour les Congolais. Les Congolais n'expriment pas leur déception par rapport à la corruption, mais ils regrettent du fait de ne pas participer à cette corruption-là. Donc s'il a participé, donc il ne trouve pas le mal. Mais parce que lui n'était pas là, c'est à ce moment il exprime la déception. Merci beaucoup. Donc regardez, donc la justice aujourd'hui, j'ai dit, l'interférence n'existe pas, mais maintenant il faut savoir. Il y a quoi maintenant? Il faut savoir. Nous déplorons qu'on puisse améliorer les conditions de travail des juges et de magistrats debout, du parquet. Pour éviter des arrestations arbitraires avec des amendes hors normes, donc libération provisoire, c'est devenu comme une affaire économique rentable. Alors, il faut améliorer les conditions de vie. Pourquoi? Parce que même nous, les avocats,
Parfois, on joue le rôle des courtiers, des juges et de magistrats. Ça ne doit pas être comme ça. Donc, commissionnaire, c'est ça être courtier. C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut nettoyer cette magistrature. Et une façon de nettoyer cette magistrature, c'est que les juges eux-mêmes ne sont pas aussi au-dessus de la loi. Merci. Et nous demandons à la population aussi, parce que la population doit se solidariser aussi pour faire respecter la loi. Donc il y a la procédure pour aussi donc amener un juge devant les cours et tribunaux. Merci. Alors, donc il faut comprendre que le mal est profond dans cette justice. Mais quand même, il faut reconnaître qu'il y a des juges qui se distinguent. Mais il y a d'autres juges qui ont fait de la corruption leur seconde nature. Et qu'il faut effectivement que le président de la République puisse penser à renouveler aussi le cernal juridique, c'est-à-dire les nouveaux juges qui viendront avec une culture d'un état de droit. Voilà pourquoi nous disons, d'ailleurs là il y a aussi un problème. Vous savez, les volets nous avons à peu près que 5000 magistrats sur le territoire national, alors que on aurait appris qu'on avait non mais écoutez, donc on a une méga nation, mais ils sont débordés eux-mêmes. Voilà pourquoi il y a certaines... Il y a insuffisance de l'effectif des juges. Oui, mais regardez, il y a plusieurs dossiers auxquels vous dites que non, ça tarde. Mais pourquoi? Parce que la célérité est due au nombre de magistrats. D'accord, merci. La plupart, ici, vous voyez ce que c'est fait, la plupart des avocats, des juges, des magistrats, vous les voyez à Kinshasa. Mais allez à Inoko, allez à Ndjokopunda, vous allez voir que ce sont les chefs coutumiers qui sont des juges. Donc il y a un problème sérieux. Je pense que les juges aussi, ou les magistrats, ou quand... Nous disons ici, parce qu'on ne peut pas parler de l'État sans parler de la justice. L'État, c'est la justice. Et c'est la justice qui élève une nation. Vous avez raison de dire, je pense que le président fait un effort. Il a essayé ici, lui-même a dit, de ramener un peu de réformes, de changer de visage. Mais ça n'arrive pas toujours. Donc je pense que ça doit être un combat de tout Congolais, de toute catégorie, sans distinction aucune. Merci beaucoup, Maître Gédéon. Merci beaucoup, Maître Gédéon. Nous allons prendre maintenant le volet social. Je sais que vous étiez en train beaucoup plus d'attendre ces côtés-là. Maître Gédéon, je vous laisserai le temps de regarder ces peuples. Dites à la population, qu'est-ce que Félix Tshisekedi a fait? Parce que c'est ça qui intéresse la population, plus les volets sociaux. Aujourd'hui, les transports, un sérieux problème par insuffisance, manque de carburant. On prend les Congolais et les mangent pas bien. Le président l'a reconnu même en disant que les Congolais ne savent pas nouer les deux bouts. La situation est réalisante. C'est ça. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire à cette population, les volets sociaux? Il n'y a pas d'hôpitaux, les autorités eux-mêmes se font soigner à l'extérieur du pays. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Qu'est-ce que vous pourriez dire à cette population qui vous suit et qui attend de vous des réponses ou soit des explications claires et nettes pour que la population soit fixée? Bon, il est vrai, monsieur Gramic. Vous commencez où vous voulez et vous... Oui, il est vrai. Vous savez, il faut comprendre pourquoi les gens aujourd'hui, parfois, nous disons que à la grande euphorie, l'immense espoir qui avait prédominé pour le régime Tshisekedi. Exactement. Parce qu'on doit reconnaître que Tshisekedi a été élu sous le cri de détresse de toute la masse populaire, sans conteste que cela a été considéré comme une expression. Donc sans conteste que le peuple avait besoin d'accéder aux bienfaits de l'alternance. Et c'était un besoin impératif, s'il faut dire ainsi. Et je comprends dans ce sens-là. Et que le peuple aussi, d'une part, devrait comprendre que Tshisekedi a trouvé un pays qui était quasiment géré par les immigrés clandestins, sans papier. Donc, mais vous savez, non, les immigrés clandestins qui ont été embarqués dans le convoi de l'AFDEL. Et ces gens sont venus, et quand ils nous ont parlé de la libération, alors que cette libération a fait qu'ils ont fait tomber
les pays où l'État en faillite et privatiser ces pays, c'est cet État. Il y a eu des guerres. Vous savez que la guerre même, quand Mosé a dit cette guerre est longue et populaire, malheureusement, ça l'a emporté lui-même. Et ça a continué. Aujourd'hui, Tshisekedi accède au pouvoir, il faut terminer la guerre. Parce que sans la guerre, il n'y aura pas le développement. Donc la paix marche avec le développement. Mais quand il n'y a pas la paix, ça pose problème. Il n'y a pas de pain sans paix. Voilà, il n'y a pas de pain sans paix. Alors, vous dites, on trouve toutes les entreprises publiques transformées en une machine infernale de prédation. C'est-à-dire respecter clairement la population. Donc, c'est-à-dire qu'aucune entreprise, toutes nos entreprises sont des canaux boités. Ah, d'accord. Donc, ils ont des clés sur les paillassons. Vous connaissez la situation aujourd'hui de la MIBA. Et vous connaissez aujourd'hui la situation de ex-Onatra. Et vous savez que l'Onatra même n'a pas de port. Les ports, aujourd'hui, ce sont des ports privés. Mais si on ouvre une brèche là-dessus, le président décrié a demandé la fermeture des ports illégaux jusqu'à présent. Mais non, il y a un processus. C'est pour dire. C'est jusqu'à quand? Non, 2 ans déjà, on entend. Je dis, il y a un processus lorsqu'on gère. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs ports aussi, dans ce sens-là, qui sont en train d'être fermés. Vous comprenez que le président, lorsqu'il a dit ça, il était encore dans le gouvernement où il y a la coalition entre FCCH, où il y avait des ministres. Et ce n'est plus le cas actuellement. Oui, ce n'est plus le cas. Il faut savoir qu'il y a eu 2 ans aussi. Alors, ici, je ne voudrais pas dire que c'est l'absence de la cause d'exonération des responsabilités pour la solution au développement global et intégral. Donc, pour notre peuple. Alors, ici, je voudrais tout simplement dire que lorsqu'on trouve un pays comme ça, certes que pour le peuple congolais, l'État doit mettre hors d'état de nuire l'oligarchie de la bouffe. Je pense que c'est ce que les gens attendent. Alors que pour arriver là-bas, il faut une relance de la croissance pour une diversification de l'économie. Et aujourd'hui, donc, comme nous disons, vous ne pouvez pas vous lancer à cette relance de la croissance sans pourtant créer des recettes. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est pour la toute première fois que le Congo arrive au moins à obtenir le budget de 10 milliards de dollars. Ou de plus de 10 milliards. 10-12 milliards. Oui, c'est pour la toute première fois. Ça dit qu'il y a une croissance de 40%. Mais ça ne se sent pas. C'est ça le problème. J'arrive. Là, c'est la théorie des textes. Non, ce n'est pas la théorie. La population Je parle ici de la croissance. Oui, la population vous ne pouvez pas parler du développement d'un pays s'il n'y a pas la croissance. C'est ça que je dis. Mais ici, je suis en train de vous parler d'un préalable majeur. Vous savez, il faut savoir que l'assainissement et la maîtrise des cadres macroéconomiques, c'est un préalable majeur pour une relance de la croissance et la diversification. Et aujourd'hui, c'est pour la toute première fois. S'il vous plaît, attendez, j'arrive, je vais rencontrer. C'est pour la toute première fois que vous voyez que nous avons accédé à la consolidation de l'indépendance de la Banque centrale, où la Banque centrale a la capacité au moins de la maîtrise de la conduite monétaire, de la politique monétaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous remarquez la stabilité de la monnaie. Donc, mais pourquoi les gens, il y a la stabilité de la monnaie, mais parce qu'il n'y a pas la croissance telle que vous dites. La croissance ici, il faut créer le pôle de croissance. Vous avez vu le président de la République, lorsqu'il va penser à la création de pôles de croissance sous forme de corridors, avec des projets des zones économiques, tel que Bukangalozo qui a été relancé. Kanyamaka Sese. Et c'est pour la première fois qu'on voit ce que nous appelons dans les méthodes de la criminalité, la polarisation sociale. C'est-à-dire que les gens qui étaient un danger de la République hier, aujourd'hui, sont devenus de main-d'œuvre. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais dire ici qu'aujourd'hui, comme vous dites, c'est comme vous avez 30 francs, alors que le pain coûte 80 francs. Et vous avez travaillé, et vous êtes à 50 francs. Est-ce que vous n'avez pas fait un travail? Vous avez produit 50 francs, mais le pain coûte combien?
coûte 80 francs. Il faut travailler. C'est les jours où on va atteindre 80 francs que tous les Congolais auront la possibilité d'acheter un pain. Alors dire que le président n'a rien fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc parce que vous avez dit... S'il vous plaît, maître. C'est vrai que vous parlez en français là. Moi, je comprends. Non, mais s'il vous plaît, vous me laissez même pas terminer les phrases. Moi, je comprends ce que vous êtes en train de développer. Il faut qu'on parle à lingala. Non, c'est très scientifique. Mais la population qui nous suit, certainement, en tout cas la majorité, ne pourrait pas comprendre tout ça. Moi, je comprends tellement que j'ai quelques petites notions en économie, en finance, ainsi de suite. Mais la population qui nous suit s'est dit que Nazoliaté, je ne mange pas, je ne vois pas l'eau, je ne vois pas l'électricité. Sur base de quoi je voterai Félix Tshisekedi en 2023? La population ne comprend pas toutes ces théories-là, maître. Alors, commençons par secteur par secteur. Allons-y. Si vous le permettez. Donc, Félix Tshisekedi arrive au pouvoir. Il devrait consolider la démocratie. Donc, à un moment ici, on parlait pour nous dire que non, il faut quand même démystifier la sphère politique. C'est-à-dire qu'il y avait des réfugiés politiques. Et aujourd'hui, on ne parle pas des réfugiés politiques. Il y avait des prisonniers qu'on appelait les prisonniers politiques. Les Franck Diongo, les Moïse Katumbi qui ne pouvaient pas venir, Bemba qui ne pouvait pas accéder à sa résidence. Il y a Barnabé, non, qui est jusqu'à présent prisonnier politique. Écoutez, vous savez, il faut faire très attention. Je vous venais de vous dire tout à l'heure qu'il faut faire la différence entre un état de droit et un état sans droit. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on ne voudrait pas dire que dans un état de droit, il n'y a pas de crimes. Les crimes sont connus et commis plutôt et punis. Parce que vous évoquez les cas de Barnabé. Je suis parmi les gens qui ont fait le débat contradictoire avec lui dans les dernières heures. De Barnabé Bin Karoubi Kikaya. Oui, mais c'est un fugitif de la justice. Vous encouragez ça? Comment ça? Donc c'est un fugitif. Comment ça? C'est-à-dire quelqu'un qui... on a lancé les mandats pour qu'ils viennent répondre sur le problème de la carte. Et il a pris une poudre d'escampette. C'est un fugitif de la justice. Et vous voulez parler des gens pareils? Ce sont des irresponsables. Il dit qu'il est inquiété par ses opinions. Non, mais qu'il vienne, non. Quelle déclaration? C'est parce qu'il est très proche des Kabila. Écoutez. Une illustration plausible d'un homme qui n'est pas le moindre, c'est Martin Fayoulou. Martin Fayoulou a traité Tshisekedi ici. Vous connaissez les mots qui... Mais là, en tout cas, ne nous voyons pas des faces. Ça serait très difficile d'inquiéter une personne comme Fayoulou. Pourquoi pas? Il est au-dessus de la loi? Non, même pas. C'est parce qu'ils incarnent un tout petit peu. Non, mais écoutez, Tshisekedi Wamulumba avec Fayoulou. Non, avec Fayoulou. Vous pouvez comparer? Là, moi, je ne réponds pas. Non, mais écoutez, c'est entre la nuit et la journée. Parce que lui-même, Fayoulou, il se reconnaît dans les combats de Tshisekedi. Il a été dans ces combats avant-garde. On rentre dans les social, maître. Non, mais non, vous avez dit quelque chose. Mais regardez, Tshisekedi a été en résidence surveillée. Je sais. Combien de 300 délégués même à l'intérieur du pays. Donc là, c'était avec Mouzé, mais je parle de Kabila fils. D'accord. Juste parce qu'il s'est autoproclamé président de la République. Mais celui-ci, jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont imbécialisés, qui continuent à l'appeler président Eli. Ils n'ont jamais été inquiétés. Et vous comparez les cas d'un fugitif de la justice. S'il vous plaît, maître. Non, mais écoutez. Ne traitez pas des gens qui continuent d'appeler Fayoulou le président Eli. Non, moi je n'ai pas dit. C'est leurs opinions, en tout cas, ne traitez pas ces gens des imbéciles. Non. L'imbécilisation n'est pas une injure. D'ailleurs. Oui, je sais, mais en tout cas, traiter des gens qui continuent d'appeler, c'est de leur droit. Non, c'est de leur droit. Mais lorsque c'est quel concept? Parce que lorsque le candidat est élu, c'est un candidat élu. Mais après, quand il prête serment. Rentrons dans le social, maître. Donc, mais voilà pourquoi je dis que c'est là. Placebo, marionnette, c'est lui qui est en train de regarder les jeunes filles. Mais il n'a jamais été inquiété. Il a même injurié les soldats, vous les connaissez. Donc, c'est une illustration plausible de la vitalité de la démocratie, où personne n'est inquiet. Vous, aujourd'hui, du moins,
Vous êtes la plus chaîne, la chaîne qui diabolise, qui désinforme. Ici. Mais on vous a jamais retiré les d'attaquer la chaîne. Non, mais écoutez, les invités viennent ici, ils font leurs déclarations, ça n'engage en rien la chaîne. Écoute, il y a une émission ici où on a vu une dame qui a stigmatisé toute une tribu. Vous voudrez que la chaîne fasse quoi? Non mais regardez, non, je la journaliste a fait son travail, maître Gédéon. Je suis en train de faire l'étude comparative. J'ai dit, à l'époque, on aurait retiré les signaux. Mais vos signaux sont là. Combien de médias qui diabolisent à tort? On prend les sociales, maître. Non, nous sommes dans les sociales. Je vous ai dit. Vous savez, je vous parlais d'abord de la démocratie. Parce que sans cette liberté, vous ne pouvez pas arriver à circuler librement. Vous ne pouvez pas aussi arriver à trouver à manger. Parce qu'il faut d'abord la liberté. Vous savez, la liberté, c'est l'éveil de la conscience humaine pour ceux qui ont les désirs d'exploit pour leurs ambitions. Grammic a des ambitions. Exactement. Il veut un jour qu'on parle pour lui comme on parle aujourd'hui d'Alain Foucault, n'est-ce pas? Exactement, oui. Alors, mais pour y arriver, vous devez être libre. Cette liberté d'opinion. Maintenant, les désintérêts de la population dit ceci. Pondo Ezana qui n'a pris boye, comme boye, tomate comme boye. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne maîtrisez pas les prix? Vous voulez qu'on parle sur le plan de, oui, vous de parlez, la réglementation? C'est ce que la population attend. Vous posez une question, alors vous allez me dire que je donne des explications savantes. Parce que la réglementation de prix, c'est un instrument privilégié de l'État pour réguler la vie sociale et économique par l'application d'un système économique de prix. Là, vous avez raison, c'est-à-dire... J'aimerais que cette partie, pour que tu comprendre. C'est ça même les nœuds du problème. X. Comme il a X plus 2, X plus 3. C'est quoi les problèmes? Expliquez à la population. Bon, je pense que... ça sera plus mieux. Expliquer que les prix, les gens ont raison de dire ça. Parce que les prix, en fait... C'est un instrument privilégié de l'État pour réguler la vie sociale. Ok. On a quoi appliquer, disons, régime juridique et puis système économie nabiso pour un prix et à la stable. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a la controverse entre les consommateurs qui veulent à tout prix conserver le pouvoir d'achat et un opérateur économique qui vise donc les ligres, vous le savez. Et c'est vrai que les prix doivent être au pivot de la politique gouvernementale. Et la stabilité des prix donc vaut de la crédibilité d'un gouvernement. Exactement. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Allons-y. Donc ce qui se passe, c'est que nous devrions en principe relancer l'économie nationale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut relancer l'agriculture, comme nous parlons de Kanyama CC. Et on devrait nous-mêmes faire de poissons. Ok? Mais alors que nous avons... surgelés. Oui, des surgelés. Alors que Tokuti, bateau est pour nous organiser pêche. Alors, maintenant, il nous faut que, à tout prix, tous à la bateau nabiso pour na kosala nini kosala ba pêche parce que ce que tous allez produire c'est-à-dire les opérateurs économiques sont une menace pour l'État mais un danger pour la société. Lelo tokuti que les Indo-Pakistanais, les Indo-Pakistanais, merci, les Libanais, tout ça. Les Indiens même. Oui, donc ils ont ces monopoles ici de fixation des prix. C'est pour ça que nous déplorons de voir, c'est vrai, que les députés, c'est dans leur prérogative d'interpeller les ministres. Mais ces ministres-là résistaient à ces gens-là pour leur dire, vous avez vu, lors de l'accord, ils ont dit quoi? Ils ont dit que, regardez, nous, notre souci le plus ardent, c'est de rencontrer le pouvoir d'achat de notre peuple. Non, non.
les soucis les plus ardents pour les opérateurs économiques, ce n'est pas de rencontrer le pouvoir d'achat, mais c'est plutôt de vendre à un prix juste. Ah, d'accord. Donc, les désirs, c'est de vendre un prix juste. Oui, un prix juste. Ouais. Donc, le prix juste, qu'est-ce qui s'est passé au fait? Vous allez voir que il y a eu une délégation qui est partie jusqu'à Namibie. C'est-à-dire que le ministre de l'économie doit connaître les prix en amont, tout comme en aval. Et il revient au ministre de l'économie nationale parce qu'il a ses prérogatives de fixer les prix. Alors, ces gens-là, ils ont entendu que le ministre est en train de faire un travail pour la baisse de prix. Ils sont venus lui proposer de l'argent. Quand il a refusé, ils l'ont lancé un défi. Mais maître, on reste là, Nampiodi. S'il vous plaît, maître, on reste là. Ministre Yemoko, à quel Namibie, tout le monde a lingala batuba comprendre. 27 300 tonnes, 6 millions de dollars. Est-ce qu'on est que non, en décembre, à Bokolia, Mpiodi. Subitement, en décembre, Mpiodi, Eza Koyate. Bah, il y a moi quelques poissons, bah, il y a des côté comme dit X, Y, Z. Ministre Yemo a changé langage à l'objet poisson ana, ils ont un côté il y a 27 300 ils ont un côté à Moussoussou, Basson Bakiango. C'est ça le problème, le peuple ne comprend pas. Si lui-même, les ministres se contredit. Non, d'abord, il peut y avoir des faiblesses, mais l'objectif c'était qu'on puisse trouver une solution palliatoire en attendant. Parce que l'État est là pour donner des solutions. Exactement. Qu'est-ce qui s'est fait? Donc, au fait, les études, je dois dire ici, je vous ai dit que la flatterie est infamée. Oui. Elle ment et elle mendie. Je ne suis pas mendiant dans ce sens-là pour flatter. C'est-à-dire que les études qui ont été faites, ils n'ont pas pris en compte les bateaux de pêche. Ah d'accord. Donc que les études et seulement qui ils n'ont pas compris. Donc c'est-à-dire qu'ils ont découvert que quand ils ont versé cet argent, on leur a dit il faut amener vos bateaux de pêche. Vous devez avoir vos bateaux de pêche. Mais une révélation macabre, c'est que le bateau qui se trouve là-bas, c'est au nom de certaines entreprises ici. Vous voyez, maintenant vous êtes en concurrence avec eux. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc de ce côté-là, je pense qu'il y a ce que vous dites, le déficit d'information. Alors, il faut avouer ça. Alors, aujourd'hui, cette solution-là était une solution palliatoire. Ce n'est pas une solution pérenne. Donc les gens doivent savoir ça. Et que l'objectif, c'est que nous puissions avoir nos propres bateaux pour pêcher nos propres poissons. Maintenant, les 26, vous avez vu la lettre autrefois, que le problème est que en décembre, il fallait qu'il congé dans tous les pays anglophones, nous qui avons été dans ce pays-là, il fallait pas revenir. Et que les contrats a été ramenés à l'année, l'an 2022, que ce dans le mois de décembre, le contrat est aussi là. Donc, tout ça, dans une période où il y a ça, il y a Babambis, Nabisowana, et Koya. Maintenant, au lobby, parce que au limite, fan de la Namakambo a pris. Namakambo a pris, il y a des questions transversales. Il y a des questions transversales, c'est pourquoi que moi, je me déplore. Donc, je disais, parce que regardez les ciments aujourd'hui. Vous allez dire la même chose, c'est même les informations et c'est lié matériel sous de ma caisse. Non, mais d'abord le problème c'est que le ministre des Finances doit reporter son arrêté, donc d'ajouter la taxe TVA. C'est ce qui a fait que cette taxe TVA, les opérateurs économiques devraient revoir ça. Alors que le ministre de l'économie l'avait déjà demandé que non, si vous initiez cette taxe-là, donc le ciment va grimper. Donc c'est ça. C'est pourquoi donc sacrifier ces ministres ici pour moi c'est injuste. Parce qu'il y a les prix, il y a aussi au niveau des ministres de l'Intérieur, pour tout ce que vous avez comme des péages et tout ça, il faut réduire ces barrières-là, il y a péage. Allons-y, oui. Mais on prend vite parce qu'il y a un cours derrière les temps. Mais il faut aussi reconnaître qu'aujourd'hui, quand bien même nous disons tout ce que nous disons, mais il y a accroissement terrible du budget. Et qu'aujourd'hui, avec des recettes qu'on a,
Et avec ce qui est en train d'être fait, parce que chaque chose doit commencer quelque part. Bande qu'on a vu sonner, il y a Kasai, il y a Katanga, Oyo, Baza Pembeni, il y a Kanyamaka Sese. Donc, on a que les lots, Massango, il y a Kukita, et ça, le coup, l'andeng, il y a qui sauter. Alors, on est en train de... cher. Non, il y a Kukita. Donc, cher, c'est-à-dire quoi? Donc, si on achetait ça à 10 000 et qu'aujourd'hui on achète à 2 000, donc 2 000 peut être difficile, mais le problème c'est qu'avec le pouvoir d'achat qu'on a, on accède à cet achat. Donc vous allez dire que rien n'a été fait. Donc c'est fait quelque chose. Mais c'est provisoire. Ce n'est pas provisoire. Ça ne permet pas de servir en tout cas toute la population. Non, non, on ne doit pas. Rien que la production de Kanyamaka. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il faut créer des zones économiques. C'est déjà ça a commencé aussi à l'Est. À l'Est, ça a commencé. Donc on produit aussi à l'Est. C'est-à-dire que avec la fin de la guerre, vous verrez que là, comme il y a aussi la main-d'œuvre qui travaille là-bas, donc de tous les points, Bukangalonzo, il faut faire les riz, sont en train d'être cultivés au niveau du Bas-Congo. À un certain moment, vous savez, les champs, vous ne pouvez pas commencer un champ aujourd'hui et que demain vous avez des produits de ces champs. Mais il faut un temps. J'aimerais que vous puissiez expliquer un peu à la population qu'est-ce qui se passe avec les carburants. C'est quoi juste la vérité? En fait, la vérité avec le carburant... C'est quoi la vérité? Dites au peuple la vérité et non des beaux discours. Je suis en train de vous dire la vérité. Je dis que je suis un homme qui a l'homme des convictions fondé sur les principes élaborés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est connu aujourd'hui que sur l'échelle planétaire, il y a hausse d'une manière générale du carburant. Donc hier, Mouyaya l'a dit. Oui, en France d'ailleurs, c'est à 2,5 €. Aujourd'hui, il faut dire, je ne dis pas que nous avons le même pouvoir d'achat avec les Français. Mais écoutez, notre gouvernement est en train de faire des sacrifices énormes. Vous savez que les gouvernements prennent en charge, donc avec un montant, il est en train de faire une subvention avec un montant au moins de 400 000 $ par mois pour maintenir les coûts que nous avons ici des litres. Et nous sommes le seul pays dont les carburants a quand même connu une baisse avec la ministre Akassa. Akassa Bandobola. Et qu'aujourd'hui, les pétroliers voulaient revoir le prix à la hausse. Pourquoi? Parce que donc, sur l'échelle internationale, tout le monde a revu à la hausse. Mais c'est parce que l'État n'arrive pas à subventionner. Non, c'est comme ça que l'État a dit non, non. Donc, vous, ici, le cas est différent parce que nous avons pris une résolution de subventionner. Donc, ils payent 400 000 $ chaque mois. Ça, ce sont des informations. Mais moi j'aurais appris que l'État a des dettes de ces pétroliers. Mais écoute, il faut faire très attention parce qu'avec les pétroliers, vous savez qu'il y a toujours des effets endogènes ou induits et que parfois aussi, ils ont des reliquats, donc ils payent. Vous savez que les opérateurs économiques, d'une manière générale, ils doivent à l'État 150 millions de $. Pourquoi? Ah, pourquoi? C'est pourquoi je vous dis que ici, il y a un travail énorme. Nous avons été avec le ministre de l'économie avant la situation qui est arrivée, il nous a montré cela. Donc, nous n'avons pas l'intérêt aujourd'hui. Donc, le peuple aussi doit aider le gouvernement à faire respecter les lois. Les opérateurs veulent qu'on puisse revoir le prix à la hausse. Et lorsqu'on va revoir le prix à la hausse, ça va entraîner la hausse aussi au niveau des transports. Maintenant, l'État est en train de lutter pour que cela ne puisse pas arriver. Mais maître, comment est-ce que si l'État subventionnait ces pétroliers, pourquoi est-ce que ces pétroliers pourraient revoir à la hausse aussi longtemps que l'État subventionne? Parce que moi je vois comme s'il pourrait risquer, c'est ce qui est arrivé au ministre de l'économie. Vous conseillez quoi? Qu'il puisse négocier avec ces pétroliers ou soit qu'il avance avec ses bras de fer? Parce que moi j'ai craint en tout cas. On a parlé de ça même quand il s'agissait des surgelés, ainsi de suite. Et là, les ministres sont déchus. Vous pensez que si les ministres ne négocient pas, n'écoutaient pas ces pétroliers, ils pourraient en tout cas faire face à ces gens-là? Mais monsieur Gramic, moi je vous respecte beaucoup. Vous faites un travail énorme. Exactement. Je pense que vous devrez fustiger la manière où
les députés, ils ont procédé. C'est vrai, j'ai beaucoup de respect. Ce sont les députés de l'Union sacrée. Non, mais c'est pas un problème. Ouais. J'ai toujours dit que ce n'est pas l'absence de la cause de responsabilité des faits dont on peut les reprocher. Parce que il y a une supercherie d'une manipulation par procuration. Et il y a un député qui est tout le temps chez Mikongo. Et on le sert de l'eau, il est là, voilà. Donc les députés de l'Union sacrée sont corrompus. Mais écoutez, la corruption ici, je vous ai dit... Donc l'Union sacrée est corrompue. Non, attendez. Ouais. Cette situation, nous l'avons trouvée. Nous avons trouvé... Mais que faites-vous? Attendez, nous avons trouvé la situation où la plupart, je ne dis pas tous, la plupart des députés sont des mercenaires. Vous savez, nous on a eu à échanger avec ce ministre de l'économie. Mais pendant qu'on est là, le même député qui ont initié, ou les initiateurs ou quoi, les motionnaires continuent à l'appeler. Mais c'est pour avoir des explications, non? Non, pas des explications au téléphone. Donc, mais le préalable majeur aurait été quoi? La question avec quoi? La question orale avec débat. Et aujourd'hui, ça pose problème parce qu'il n'a jamais été entendu. Vous comprenez? Mais la résolution est où? Mais quand vous donnez beaucoup plus de poids à ces Indo-Pakistanais, on risque un jour de voir que ces gens-là commandent, soit télécommandent la justice pour qu'il y ait accusé, pour qu'on accuse le président de la République, non? Mais vous ne savez pas que dans chaque pays, il faut savoir que le patronat, c'est un pouvoir. Il y a un pouvoir économique. Et ce pouvoir économique a toujours été une menace. Et n'oubliez pas que nous, on a un mauvais souvenir dans ce pays. Et que ces gens, ils sont arrivés même à mettre fin à l'un de notre président, Laurent Désiré Kabila. Quand bien même je ne partage pas les mêmes conspirations avec lui. Mais pour l'amour de cette nation, à un certain moment, il a dit non. Mais regardez. Donc cette supercherie d'une manipulation par procuration, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Merci beaucoup, maître Gédéon. Et vous, moi je voulais, tant que des journalistes, vous devez vous mobiliser derrière. Donc faire moi non, mais écoutez, les médias jouent un grand rôle. C'est une entité d'influence. Et lorsque vous prenez une question, donc à bras du corps, ça va changer. Quand on dénonce les mauvaises pratiques au sein de l'Union sacrée, vous dites que nous sommes des haineux, nous sommes des lamoukas. Non, écoutez, il faut relativiser les choses. Moi, ici, je vous dis, je suis de l'Union sacrée, mais je n'étais pas pour qu'il y ait cette taxe de TVA, parce que ça a permis à ce que qu'on puisse connaître hausse de prix. Donc, dénoncer des choses d'une manière rationnelle. Mais le problème, c'est que il ne faut pas fonder une haine personnelle et individuelle sur la personne. C'est ce que nous fustigons. Merci beaucoup, maître Gédéon. On finit avec la question de l'Union sacrée. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Les gens pensent que... Mais vous parlez de président, on n'a pas parlé. Vous savez que le président a fait un travail énorme. Oui. Donc, vous savez, la valorisation des capitals humains, qui est passée d'abord par les suppressions des entraves pour la mise en œuvre d'une politique d'accès à l'éducation pour tous. Aujourd'hui, il y a plusieurs parents qui ont eu un souffle de soulagement pour se dire que plus de 4 millions, et là, vous n'en parlez pas. Regardez, aujourd'hui, il y avait des gens, nos frères, qui avaient le problème avec les doubles nationalités et qui devraient au préalable obtenir le visa au niveau de nos ambassades. Mais aujourd'hui, ils viennent, c'est au niveau de l'apport. Le passeport qui était dans les 300, aujourd'hui, c'est 100 $. Il y a rupture des stocks, hein? Donc, non mais, les stocks partout, ils peuvent toujours avoir... Non, moi je venais d'obtenir un passeport pour mon fils la semaine passée. Oui, mais je vous dis. Donc le problème, les stocks paient toujours. Les stocks, c'est comme maintenant. Il y a des moments où on est arrivé ici, on dit non, l'appareil n'est pas bon. Mais c'est pour dire que la chaîne ne fonctionne pas. Non, mais les prix, il faut accepter à ces niveaux-là. Mais regardez, aujourd'hui... on va finir avec l'Union sacrée. Vous savez que Joseph Kabila s'était plaint pour dire que, en dehors
de ceux qui se sont servis, donc les intellectuels opportunistes, qui se sont servis de leur connaissance livresque pour donner l'idéologie et les contours politiques à la tyrannie, qu'ils pouvaient tuer, ils pouvaient faire tout, ils trouvaient toujours l'argument pour le défendre. Je les loue parce qu'ils se taisent, ils ne parlent pas. Mais si vous voyez les gens qui parlent aujourd'hui, ce sont des gens pour qui Joseph Kabila a regretté de n'avoir pas transformé ou encore valoriser le capital humain. Parce qu'il s'agit de capital humain. Vous savez ce que ça signifie? C'est ça que ça signifie, monsieur Gramic. Vous chutez non, vite. J'ai dit, vous savez ce que ça signifie? Ça signifie que nous avons eu à perdre une bataille de toute une génération. Regardez, quand Joseph Kabila arrive au pouvoir, les enfants qui avaient plutôt 10 ans, aujourd'hui ils ont combien? 28 ans. Ok? Nous qui avions 20 ans, une vingtaine d'années, donc aujourd'hui on est vers les cinquantaines. C'est-à-dire que c'est toute une génération qui reste avec une éducation de la rue. Et cette éducation de la rue, c'est pourquoi quand vous parlez de certaines personnes qu'on arrête, c'est à cause de l'éducation de la rue. Merci beaucoup, maître. Et monsieur Félix Tshisekedi vient pour dire, donc, quel que soit un pari risqué, il faut qu'il ait la gratuité. Merci beaucoup, maître. Cette génération qui vient ne puisse pas faire les débats des bas étages. Merci beaucoup, maître Gédéon Kolela. C'est vrai qu'il y a dans certains coins des problèmes de la gratuité. À Chicap, on a dit au président de la République, mais c'est quand même à saluer. Pas les coins où ça fonctionne. Oui, c'est pour ça que j'ai dit que c'est à saluer. Non, ces cas-là, il y a une confusion. Il y a des gens qui ne comprennent pas. C'est une école non mécanisée. Donc la personne est pire. Donc c'est une école baptiste. Donc vous voyez, ils doivent, c'est de ma communauté. C'est un cas que je connais, si vous voulez. Merci beaucoup. En tout cas, ensuite avec l'Union sacrée, quel avenir pour l'Union sacrée? Les gens pensent que d'ici 2023, en tout cas, l'Union sacrée pourrait en tout cas s'éclater avec ce que nous voyons. On a donné un mot d'ordre. Selon les informations, certains députés se sont confiés aux médias. On aurait donné un mot d'ordre au niveau d'un hôtel ici dans la capitale. Les députés n'ont pas respecté, ainsi de suite, à l'absence de Jean-Marc Kabound. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui se disent. Vous pensez que l'Union sacrée a toujours de l'avenir, ou bien les présidents doivent voir autrement avant que son mandat finisse en 2023? Vous savez, M. Gramic, je vais peut-être vous étonner que la formule juridique a été toujours statique et elle entre en conflit avec les dynamismes politiques. L'Union sacrée, je vois beaucoup de gens ont spéculé. C'est quoi l'Union sacrée? L'Union sacrée, c'est une association d'un engagement formé d'un accord de volonté individuelle. Vous comprenez? Donc les gens qui ont accepté, encore d'une manière personnelle et individuelle, d'accompagner le président de la République. Je ne serais pas étonné que demain ou après-demain, de la même manière qu'ils ont adhéré à cette vision, et que les gens trouvent... Vous proposez quoi étant que analyste politique? Les présidents doivent penser à une autre chose ou bien de continuer avec... Vous savez... Vous croyez toujours à la sincérité des gens qui sont à l'Union sacrée? Non, moi je sais que le président de la République, c'est quelqu'un qui sait au moins déroder la douleur par la douceur. Et c'est quelqu'un qui il peut vous regarder lorsqu'il comprend que vous avez encore une capacité de certaines bêtises et vous laissez aller parce que vous pensez qu'il ne comprend rien. Il est peut-être Dieu, il vous laisse aller jusqu'à vous cogner au mur. Quand vous allez rentrer, vous allez vous rendre compte que c'est pas lui qui est idiot, c'est vous qui êtes imbécile. Donc je pense que la plupart, c'est que le problème qu'on a ici, comme je vous disais, il y a des députés, je ne dis pas tous, il y a de la crème dans ça, mais il y a aussi les députés qui ont une éducation de la rue, qui malheureusement, donc pour eux, ils sont... Regardez ce qui nous est arrivé. Moi, je regrette... Nous sommes à la fin maintenant. Oui, nous sommes à la fin. Ok, je vais dire. Vous savez que moi, il y a quelque chose qui me fait mal. Où je vis les journalistes, excusez-moi, des gens de votre profession, qui étaient constitués à un fer de lance de l'opposition par leurs critiques à l'endroit de Kabila, ok, et qu'aujourd'hui ils sont des députés. Je pense que
on attendait les projets de loi qui pouvaient permettre le Congo à se développer. Mais regardez, ils sont tout le temps dans des plateaux de télévision et les autres aujourd'hui, ils s'attaquent contre une classe ou une association de communicateurs. Cependant que c'est parmi les gens que nous avons élus. Merci beaucoup. C'est parmi les gens que nous avons financés. Ils sont en train de nous injurier comme nous sommes des mendiants. Alors que parmi nous là, il y a des gens qui ont acheté des parcelles avant eux. Merci Donc beaucoup. il y a des gens qui ont contribué pour qu'eux deviennent ça. Donc cette mauvaise éducation est à la base. Donc, c'est-à-dire qu'on constitue un freinage du développement. Merci beaucoup. Il faut un changement à tous les temps. Merci beaucoup, Maître Gédéon Kolela. Maître Gédéon dit clairement que nous manquons des bateaux de pêche, mais les mêmes Maître Gédéon Kolela, dans son union sacrée, sont en train d'acheter des jeeps palissades pour les parlementaires. Non, mais l'argent qu'on pourrait s'en servir non, je vais vous dire, non, les bateaux sont déjà commandés. Écoute, moi je veux que... Il y a un problème des bateaux, des avions... Attendez, il y a un problème, M. Kramik. Vous êtes appelé à gérer les affaires de l'État. L'État, au fait, c'est quoi? C'est cette administration publique. Nous sommes déjà à la fin. Oui, nous sommes à la fin. L'administration publique a besoin des moyens. Le premier moyen, c'est d'abord les moyens humains. Les deuxièmes moyens sont des moyens matériels pour l'efficacité de travail de l'État, des services de l'État. Donc, vous ne pouvez pas donner à quelqu'un le travail sans lui donner les moyens pour rendre l'efficacité. Ce sont ces mêmes députés que vous accusez ici. Non, mais j'ai dit ceci. Non, moi je ne l'accuse pas pour les palissades. Merci. Ça vaut, je ne suis pas aîné. Ça vaut la peine parce qu'il travaille. Merci mais beaucoup, maintenant, je ne voudrais pas qu'il puisse être en complicité avec les gens qui nous menacent, les hommes d'affaires, les Merci beaucoup, ça n'est fini pour aujourd'hui. Vous suivez cette émission aux antennes de Perfect Télévision, 22h, 1h, 11h, TNT en tout cas, Perfect Télévision, relais YouTube, Peter Tiani. RDC, abonnez-vous massivement. Merci beaucoup pour votre amour. Vous êtes au niveau de la diaspora ici. Vous êtes en face de nous, le Congo-Brazzaville. Merci beaucoup pour tout votre soutien. Merci à Fia Lungela, au four au moulin. Yadjo. C'en est fini pour aujourd'hui. Je suis Kramik Legrand. Sans oublier toujours, merci beaucoup à la diaspora. Merci pour votre soutien. Là, c'est Gismav. Prestigieuse en tout cas, le bracelet là. Vous me contactez, le numéro est là, je vais vous mettre en contact avec Gismav. Bien que Gismav n'a comme un message, bandeko nanga peut-être en abango bazolela. Bon, on va part na bango ya ba accessoire au sala pe moi bien moi konzamboka pazo aza kolatango. Moi konzamboka na mulina biloko ebele. Donc biso tout olanda kasi moi konzamboka. Et au ça bien makasi, ça n'est fini pour aujourd'hui. Que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. J'ai reçu pour vous Maître Gédéon Kolela, acquis aux autorités. Les acquis aux autorités. Les acquis de l'autorité. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire encore en Fumu Ntoto. On se retrouve demain pour un prochain direct, toujours à 11h. Je serai avec Fumu Ntoto le mardi, émission spéciale pour le compte de son anniversaire et parler de sa carrière politique. Que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir.